Bien le bonjour, citoyens et citoyennes de l'humanité. Suite à l'annonce de la conférence de M. Florial M. Romero à Lorient sur l'écologie sociale, j'ai accouru. Hélas, suite à un problème technique, le micro n'a pas fonctionné durant les premières 6 minutes 30 de la vidéo. Je vais donc vous résumer cette première partie en quelques phrases. La première partie de la conférence de M. Romero pose les bases de l'écologie sociale. Ces bases nous proviennent d'un certain Murray Bookchin, 1921-2006. C'est en 1962 que ce cher Bookchin a émis quelques conclusions par l'observation, l'expérimentation et la réflexion. La première est le changement climatique causé par l'augmentation du dioxyde de carbone et de l'effet de serre. Phénomènes qui sont déjà connus du public et du monde scientifique de l'époque. La seconde, la nature même du capitalisme, sa structure dynamique qui est de croître ou de mourir, entraîne la destruction des milieux par la surexploitation et destruction écosystèmes naturels et humains, les concentrations humaines, les pollutions transversales, les épuisements des ressources. Il réfléchit aux bases de l'écologie sociale où il en définit 3 assises essentielles. Elles sont basées sur un monde qui devrait être objectif et qui rassemblerait les savoirs et l'imaginaire collectif pour revoir tous les concepts. Après cela, l'on devrait pouvoir faire surgir le communalisme, c'est-à-dire le contraire de l'individualisme, en faisant plier le politique. Malheureusement, la marotte officielle, l'obsession du capitalisme actuel, serait de solutionner les problèmes écologiques qu'il engendre par des solutions ingénieriques comme les énergies renouvelables et des COP comme celles de Kyoto ou de Paris. Ces solutions et COP sont à but de greenwashing sans efficacité réelle puisqu'elles ne remettent pas en cause le capitalisme. Alors, puisque ces dernières sont pauvres en efficacité, elles vont servir à culpabiliser les peuples et individus. Apparaissent alors en prévision la surveillance des comportements actuels avec des lois liberticides qui engendrent un écofascisme à l'image des dictatures comme celles sous Hitler ou Staline. Je vous laisse maintenant le plaisir d'écouter M. Romero sur la suite avec la collapsologie, Pablo Servigne ou Comment tout peut s'effondrer. Pablo Servigne qui a vendu donc un exemplaire, ces exemplaires Comment tout peut s'effondrer, il en a vendu 60 000 exemplaires. Et Yves Cochet lui aussi l'a dit, nous sommes au bord d'un triple effondrement, climatique, alimentaire, énergétique. Alors voilà, la proposition de ces personnes qui pensent que tout d'un coup ça va s'effondrer, comme si l'effondrement n'avait déjà pas commencé il y a longtemps. Hein. Par exemple, je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, c'est 8 millions de personnes quand même qui sont mortes, c'est pas un effondrement. Donc il faudrait s'adapter. Il faut faire le deuil et s'adapter. Voilà, vivre avec. Et pourquoi il y a une si grande couverture médiatique? Pourquoi il y a une icône qui sort là comme Greta Thunberg? On peut se demander, on peut se poser des questions, quoi. C'est les grandes mobilisations qui ont la prétention de mobiliser autant de gens que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'est le mouvement Friday for Future. Elle a été lancée, cette fille, par la start-up We Don't Have a Time. L'objectif, c'est de créer un réseau social de 100 millions de personnes. Et cette start-up, les actions majoritaires sont détenues par les multimillionnaires. Donc il s'agit de faire une pression sur les gouvernements pour atteindre ce niveau de développement durable. C'est ça l'excuse. Hein. C'est le New Green Deal qu'on appelle. Voilà, ce qu'il y a derrière. Non, c'est très bien. Après, pour Extinction Rebellion, bon, cet autre mouvement, c'est un peu différent. Ça aussi, ils veulent une pression sur les gouvernements, un développement durable, et ils sont appuyés à la fois par le New Green Deal et à la fois par des anti-libéraux comme Chomsky et Naomi Klein. Disons que là, il y a plus de marge de manœuvre pour pouvoir peut-être influencer ce mouvement, et peut-être il faudrait s'impliquer aussi dedans pour faire avancer leur vision des choses. Alors, les bases de l'écologie sociale, donc j'en ai parlé tout à l'heure de Murray Bookchin, c'est lui qui a mis ça au point, donc à partir de 1948, à peu près, il commençait à y avoir un mouvement d'inquiétude par rapport à la multitude de cancers qui se produisaient aux États-Unis, à la destruction des forêts, à la destruction des sols aussi, hein, donc Bookchin a commencé à faire des études. Il avait entendu une phrase assez prophétique de Trotsky, parce qu'il était à un moment donné trotskiste. Il avait dit
il n'y a pas une révolution qui se produit après la Seconde Guerre mondiale, il faudra qu'on pense à changer le sujet révolutionnaire, ça sera plus bon. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas attendre une révolution de la part du prolétariat. Donc, il a commencé à se poser des questions, et où pouvait nous mener le capitalisme? Eh bien, il pense que justement, ça nous mène au désastre, parce que le capitalisme, c'est croître ou mourir, quoi. Il n'y a pas d'autre perspective. Lui, déjà en 1964, il avait fait ce diagnostic du CO2. C'est-à-dire qu'il pensait que, bon, avec ça allait faire un effet de serre, et qu'il y aurait un changement climatique qui nous amènerait à la fonte des calottes glaciaires. Alors, ça, il ne l'a pas sorti du chapeau, c'est quelque chose qui était connu des scientifiques. Et pourtant, à ce moment-là, on ne l'a pas divulgué. Il n'y avait pas d'Al Gore pour faire une mission autour du monde, pour dire, attention, il y a un réchauffement climatique, ni rien. Pourquoi? Peut-être les intérêts autour des énergies carbonées n'étaient pas encore au bout du rouleau. Il y avait encore beaucoup de bénéfices à faire, sans doute. Voilà. Donc, le diagnostic, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y a une surexploitation, une destruction des écosystèmes naturels et humains. Parce qu'il ne faut jamais oublier que là-dessous, il y a toujours une destruction des êtres humains. Quand on voit ce qui se passe actuellement avec les migrants, c'est bien qu'il y ait une destruction des milieux humains aussi, pas seulement les milieux écologiques, enfin des écosystèmes, quoi. Et puis on voit aussi chez nous, c'est pas la peine d'aller très loin, hein, on voit comment des personnes sont de plus en plus pauvres, hein, alors qu'il y a des gens qui sont de plus en plus riches. Voilà. Donc il y a une concentration des richesses et des pollutions transversales. Ça, on en parle très rarement. Le gouvernement, il a du mal avec ça, parce que comment pallier des pollutions de l'eau, par exemple, qui se communiquent dans la terre, quoi. Je veux dire, ça, c'est déjà plus difficile, hein, de proposer des solutions techniques à ce niveau-là. Et l'épuisement des ressources, c'est pareil. Hein, voilà. Et donc, la cause de diagnostic de Bookchin, c'est le même que celui des décroissants, hein, de Serge Latouche. Est-ce qu'il est possible de continuer avec une croissance infinie dans un monde fini? Ça, c'est le discours d'un fou, ou alors un économiste. Voilà. Donc, il faut bien penser ce que c'est que la nature du capitalisme. C'est une structure dynamique. Hein, soit je grandis, soit je me fais bouffer par l'autre. Donc, voilà, c'est croître ou mourir. C'est ça. Et c'est des besoins, hein, par exemple, pour la consommation, on nous accuse de dire « ouais, c'est vous qui consommez mal et tout ». Mais en fait, les besoins infinis qui sont créés en aval, hein, ils sont créés par l'industrie, la seconde industrie qui rapporte le plus d'argent après l'industrie militaire. C'est l'industrie de la publicité. Donc, voilà, on nous propose plein de choses, hein, consommation, divertissement. Et là où justement, parce qu'on a un mal-vivre, et là-dedans, toutes ces prothèses nous permettent de supporter le mal-vivre, quoi. Hein, c'est un pis-aller qu'on remplit avec la consommation. Mais donc, ces nécessités qui ont été créées en aval, eh bien, d'abord, elles créent des nécessités en amont. C'est-à-dire qu'il faut fournir tout ça. Et il faut des extractivismes, de l'énergie, des technologies, enfin il faut des tas de choses pour pouvoir continuer à produire. Donc c'est ce qui cause la destruction du milieu et notre destruction en parallèle. Hein. Voilà. Donc les bases de l'écologie sociale sont trois bases principales, trois bases sur lesquelles s'appuie l'écologie sociale. C'est trois assises essentielles. D'abord il y a un constat, celui qu'on a vu, celui qu'on partage avec pas mal de gens. Et puis après, il y a un imaginaire aussi. Vers quoi? Donc si cette société elle ne va pas, si on en est sorti, si on est toujours en opposition à la nature, aux écosystèmes, il faut trouver, donc il faut réinsérer la société dans les écosystèmes. Comment le faire? Donc c'est ça, c'est retourner à des collectivités, des communautés qui peuvent s'intégrer dans les écosystèmes à partir du local. Donc c'est ça l'imaginaire, c'est un objectif à atteindre. Le monde qui devrait être. C'est comme ça que ça doit être. Il n'y a personne qui peut discuter, qui peut dire le contraire. Je veux dire que ça, c'est obligé que ce soit comme ça. Sinon, on va à notre perte. Et c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, l'être humain a toujours été
les sociétés humaines ont toujours été intégrées dans les écosystèmes. Elles ont influencé les écosystèmes et se sont fait influencer. C'est-à-dire qu'elles ont transformé les écosystèmes, les sociétés, mais sans les mettre en danger. Et à la fois, les écosystèmes ont aussi transformé les sociétés. Donc, la boîte à outils, le constat, ça c'est une des assises, c'est l'imaginaire. L'autre assise dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le constat, mais c'est aussi une boîte à outils pour comprendre. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé. Donc, dedans, il y a les analyses. Donc, les analyses, c'est fait avec les sciences. Les sciences permettent une analyse, comme l'anthropologie, l'ethnologie, l'économie, toutes ces sciences peuvent aboutir à une compréhension plus grande de ce qui se passe, quand elles sont mises en interaction justement entre elles, et non pas séparées comme on le fait généralement. Et donc, Bookchin nous apporte toutes ces connaissances et il les met en liaison les unes avec les autres, et il nous aide à revoir les concepts. Je prends un exemple, le concept du pouvoir. On pense toujours que le pouvoir, c'est pas bien, on est contre le pouvoir, et le pouvoir, c'est le pouvoir de créer, pas le pouvoir sur les autres. Ça, c'est la domination. Le pouvoir, c'est aussi la capacité, c'est-à-dire la capacité de décider ensemble. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir est dangereux quand il est détenu par quelques personnes. Mais lorsqu'il est partagé, à ce moment-là, c'est une nécessité. Le pouvoir, on ne peut pas l'éliminer, il est toujours là. Il faut savoir où il se trouve, et après, pouvoir le partager pour décider ensemble, pour le bien de tout le monde. Parce que quand il est détenu par quelques-uns, il est souvent pour le bien de ces personnes qui le détiennent, surtout pas pour les autres. Bon, il y a d'autres, la liberté par exemple. Liberté, c'est pas la liberté d'eux, c'est pas la liberté du renard dans le poulailler. Ça, c'est la conception libérale de la liberté. Mais c'est la liberté pour. Ça, c'était un concept qui a toujours été utilisé jusqu'à la Commune, par exemple, dans toutes les révoltes. C'est la liberté pour un monde différent. C'est tous ces mouvements d'émancipation de l'être humain ont lutté dans ce sens, la liberté pour s'émanciper. Et donc, lorsqu'on a compris tout ça, on peut voir quels sont les éléments qui nous servent et ceux qui ne nous servent pas pour changer la société. Donc, et les moyens, donc c'est l'autre assise, donc c'est la troisième, les moyens ne doivent pas être en contradiction avec les fins. C'est-à-dire, on commence l'imaginaire, on commence à le construire maintenant, et pas en contradiction. Parce que c'est ce qui s'est passé avec la révolution russe, par exemple. On voulait un communisme, mais avec des moyens totalement en contraire aux fins, et on est arrivé à construire un État capitaliste, l'État suprême, l'État capitaliste suprême, donc qui a détruit des sociétés entières. Les paysans, par exemple, ont été complètement détruits, les sociétés paysannes, et bon, il y a eu des pollutions abominables en Union soviétique, par exemple. Voilà. Donc, après, toutes ces assises, il y a une interaction entre elles. On modifie au fur et à mesure qu'on avance dans notre mouvement. Voilà, ça donc... alors, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences avec l'écologie sociale, entre l'écologie sociale et les autres écologies? J'en ai parlé tout à l'heure déjà un peu, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on est d'accord avec qu'il y a un effondrement. Effectivement, aujourd'hui, si on compte depuis 2000 à 2012, je crois qu'il y a eu 50 stades, l'équivalent de 50 stades de foot de forêt qui disparaissaient toutes les minutes, quoi, dans le monde. C'est quand même affolant, quoi. Donc ça, c'est clair, quoi. Bon, eux, ils comptent sur la pulsion de vie pour créer, bon, face à la destruction, ils pensent qu'on va y avoir une pulsion de vie qui va nous amener à la créativité. Mais ça reste flou, on ne sait pas trop. Hein. Et comme je dis, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. On en est là. C'est-à-dire que, voilà, cette peur de la fin du monde, mais on ne remet pas en cause le noyau central du problème, quoi, qui est le capitalisme. Donc le danger de la collapsologie, en fait, c'est qu'ils ont une analyse trop superficielle. Il n'y a pas d'analyse sérieuse du noyau central de la société qui est vraiment l'économie. Et donc, ça entraîne un manque de stratégie. On va protester, mais on n'a pas de système de rechange, on n'a pas
d'alternative. Alors, dans ces cas-là, on a deux scénarios envisageables. Donc, la grande mobilisation reconduit donc à une croissance verte. Donc la catastrophe est assurée, elle est ralentie, mais elle est assurée, parce que c'est pas parce qu'on va faire des tas de panneaux solaires, on n'en aura jamais assez, jamais. Donc ça viendra, on va peut-être développer l'énergie nucléaire, donc ça ne va pas nous arranger. Ça, c'est le problème. Après, l'autre problème, c'est l'effet balancier que ça peut produire. C'est-à-dire que la précipitation mène à l'aventurisme. On ne sait pas où on va, on n'a pas de projet de société, donc voilà, et ces peurs, les peurs, c'est formidable, parce qu'à un moment donné, on arrive, on n'a pas d'alternative, on a peur, on ne sait pas quoi faire, et puis un repli sur soi, et puis l'homme providentiel peut arriver et nous proposer des solutions. Et ça, c'est grave, parce que là, on tombe dans l'écofascisme, justement. Alors, l'écologie sociale, c'est une analyse, d'abord une analyse radicale du système dans lequel on se trouve, et un projet aussi. Pas seulement, il ne se contente pas d'une analyse, pas seulement une critique, c'est aussi un projet, quoi. Et donc on compte aussi sur cette pulsion de vie, évidemment, on compte là-dessus, mais on a un désir, parce qu'on a un horizon, on sait où on va, on a un espoir qui se développe petit à petit, et au fur et à mesure qu'on avance, l'espoir grandit aussi. Et donc ça entraîne une motivation, et on a des outils adéquats qui nous donnent des convictions pour agir, avec une stratégie. Donc le pari, c'est de créer un mouvement. Un début de mouvement peut entraîner une attraction, une adhésion dans le lien, parce qu'on va faire des choses concrètes. Je vais en parler. Et donc ça nous donne de la puissance et d'essayer de créer une structuration horizontale, non pas une structuration verticale, où tout le monde pourra décider vraiment, mais dans le milieu où il se trouve. Voilà. Donc, par exemple, il y a un autre concept à redéfinir. Qu'est-ce que la nature ? À Notre-Dame-des-Landes, on disait « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Eh bien voilà, c'est aussi un concept de l'écologie sociale, en disant « Nous sommes nature aussi ». C'est-à-dire que la nature première, c'est la nature qui nous a créés en chair et en os, et pour cela, on n'est pas différent des autres mammifères, des autres animaux. Seulement, il y a la deuxième nature qu'on a été capable de créer, et qui est la seconde nature, c'est la société dans laquelle on vit. Et celle-là, elle n'est pas créée une fois pour toutes. Et celle-ci, elle n'est pas déterminée, on peut la changer. C'est la première fois, ce sont les Grecs qui ont dit, voilà, nous pouvons auto-instituer nos sociétés, nous pouvons les refaire si elles ne correspondent pas à ce qu'il nous faut vraiment. Voilà. Donc, il y a une fracture à un moment donné, je disais tout à l'heure que pendant des milliers et des milliers d'années, l'être humain a vécu en harmonie avec son environnement, avec ses écosystèmes. Donc il n'y avait pas d'opposition entre la première et la seconde nature. Et à un moment donné, il y a eu une cassure. Alors cette cassure, quand est-ce qu'elle commence? Ben voilà, pour Bookchin, c'est clair, les désastres écologiques ont leur origine dans les injustices sociales. C'est pour ça que c'est l'écologie sociale. Et fondamentalement, ça part de là, ça démarre de là. Et les injustices sociales trouvent leurs racines dans la domination. Alors, l'hypothèse de Bookchin, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un changement climatique dans le Moyen-Orient. Il y a des tribus qui ont réussi à emmagasiner de la nourriture et d'autres qui n'ont pas pu. Et celles qui ont pu l'emmagasiner ont dû se défendre. Et donc, les chasseurs sont devenus des guerriers. Et les chamans sont devenus des prêtres. Et les chefs sont devenus des chefs comme on l'entend. C'est-à-dire pas au service des autres, mais pour eux-mêmes. Et donc, petit à petit, se sont montées les classes pour alimenter ces personnes qui ne faisaient rien, qui étaient là pour seulement veiller à la sécurité. Donc, il y a une domination à ce moment-là du mal, c'est-à-dire l'homme est apparu comme quelqu'un d'important, et la femme a été reléguée à un second plan. Voilà, c'est ça que la première domination a été la domination de l'homme sur la femme. Et voilà, les vieux sur les jeunes. Et c'est ainsi se sont montées les classes sociales, et les riches ont dominé les pauvres, évidemment. Petit à petit, il y a eu d'autres phénomènes, c'est le phénomène du système marchand. Le système marchand a mis à mal le socle anthropologique de toutes les formes, toutes les sociétés humaines qu'il y avait auparavant.
c'est-à-dire qui est basé sur le don, donner, recevoir et rendre. Ça, c'était le socle anthropologique de toutes les sociétés préalphabétisées. On va appeler ça comme ça, non pas primitives. Ce primitif, c'est un péjoratif. Et le capitalisme, c'est la forme ultime de la rationalisation de toutes les dominations et exploitations. Pourquoi? Parce que c'est la course à la baisse des coûts de production. Et pour la course à la baisse des coûts de production pour être compétitif sur le marché, eh bien les ressources, on est tous considérés comme ressources. Les êtres humains, autant que le vivant, est considéré comme une ressource. Donc il faut baisser les coûts de production. Donc on ira dans le pays où la main-d'œuvre est moins chère, on ira là où les matières premières nous reviennent moins chères. Ce sera ça. Tout l'objectif, c'est ça, du capitalisme. Alors, il y a un point important, parce que le capitalisme, tout le monde en parle, tout le monde est contre le capitalisme, de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais on ne sait pas très bien ce que c'est que le capitalisme, en fait. Hein, je donne l'exemple, par exemple, des juifs. Les nazis ont dit ouais, nous, on est anticapitalistes. C'est les juifs, les capitalistes, donc on va exterminer les juifs, c'est simple. Enfin, c'est un peu grossier, mais c'est une image qui donne à réfléchir quand même. Vous verrez que c'est pas tout à fait comme ça qu'on le voit d'un point de vue de l'écologie sociale. Donc là, on utilise beaucoup Marx pour comprendre ce que c'est que le capitalisme. Je crois que c'est un élément fondamental. Et souvent, on n'a pas pris conscience justement de tous les éléments, de toutes les catégories du capitalisme, et c'est pour ça que souvent, même la gauche a tendance à récupérer. Et l'erreur grande de la gauche a été de croire que l'État ne faisait pas partie d'une catégorie capitaliste. Or, c'est fondamental. L'État est un élément fondamental pour le capitalisme. Sans l'État, il ne peut pas fonctionner le capitalisme. Si on reconsidère son histoire, on se rend compte qu'à la naissance du capitalisme, s'il n'y avait pas eu l'État, eh bien, il y aurait eu... les gens se seraient entretués pratiquement. Ça, c'est Karl Polanyi qui le dit, un économiste du début du XXe siècle. Il montre très bien que l'État permet une paix sociale entre les classes. Hein, et bien, par des moyens, c'est soit la carotte, soit le bâton. C'est-à-dire, on permet... Parce que les ouvriers ont été mécontents, ils ont réussi à gagner des droits à l'intérieur du système capitaliste, hein, comme la sécurité sociale, la retraite et toutes ces choses-là. Mais ça n'a pas toujours été le cas, il n'a pas été toujours obligé de gagner. Souvent, le capitalisme a précédé ces luttes. Il les a prévues, il les a prévenues, en instituant, comme en Allemagne, la sécurité sociale et la retraite, par exemple. Ça, c'est la carotte. Et puis le bâton, on a vu. Hein. On a vu aux États-Unis, avec Sacco et Vanzetti, par exemple, comment le capitalisme réagit face aux protestations et face... en France, on a vu aussi dans les grèves du Nord, dans les grèves, par exemple, dans les mineurs, chez les mineurs, où on a tiré directement dans la foule. Quoi. Voilà, on a fait plein de morts. Hein. Donc voilà, ça c'est le rôle de l'État et aussi la régulation économique entre les sous-officiers du capitalisme, comme on les appelait, c'est-à-dire entre les capitalistes, quoi, qui sont eux-mêmes les rouages du capitalisme. Ils sont au service du capitalisme, ils font partie de la machine. C'est pas eux. Le capitalisme, ce ne sont pas les capitalistes. Les capitalistes, ce sont des éléments du capitalisme, mais pas le capitalisme en lui-même. Donc l'État tend à centraliser, homogénéiser pour que tout le monde parle la même langue dans un pays. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait avec le breton. On a fait ça avec toutes les langues différentes. On a mis une même mesure pour tout le pays. Évidemment, pour quantifier les choses, pour évaluer les ressources, pour faire des statistiques, il faut tout mettre bien. Voilà, et comme ça, on peut évaluer aussi les ressources que l'on a. Donc le rôle de l'État, c'est ça, de contrôler, d'homogénéiser, de compter, d'organiser, de quadriller, de gérer les ressources humaines et naturelles. Et puis, il sert aussi à ouvrir les marchés et dynamiser les marchés. Par exemple, vous savez que l'Europe a été non pas une création européenne, mais c'est une création américaine. On sait maintenant, on a ouvert des dossiers il y a une dizaine d'années, parce qu'aux États-Unis, au bout de 15 ans, on peut recourir à des archives et voir que, en fait, Schuman a été payé par la CIA, par exemple, un des deux pères
de la communauté européenne. Donc voilà, et puis aussi par exemple en Espagne, je prends l'exemple de la subvention maintenant du kérosène pour faciliter le marché, l'industrie touristique. Donc le rôle de l'État, c'est ça aussi. Et de protéger les entreprises qui sont sous son joug. Donc on voit actuellement les luttes que mène la Chine contre les États-Unis contre la Chine. Voilà. Donc l'État dépend en fait du capitalisme, parce qu'il a besoin de la valorisation monétaire pour fonctionner. Tout fonctionne dans l'État par la valorisation monétaire, et l'État se comporte comme une entreprise de plus. Sauf qu'il n'a pas moins de ramifications que les multinationales. Donc les multinationales en sont en fait plus fortes au niveau économique que les États. Donc ils peuvent leur acheter des catégories qui sont dans le propre État, comme la sécurité sociale, qui ont une valeur monétaire. Donc à partir du moment où ils ont une valeur monétaire, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas l'acheter, en payant très cher, finalement. Voilà, donc c'est bien important de bien prendre conscience que c'est comme Janus, c'est la face occultée du capitalisme. Je ne dis pas la face occulte, la face occultée, et que beaucoup n'ont pas voulu voir. Et ça, c'est une grande erreur de la gauche, justement, et qui a permis que se perpétue un peu plus longtemps le capitalisme sous une forme un peu moins sauvage, disons, voilà. Mais ce sont les deux faces de la même monnaie. On jette une monnaie en l'air, d'un côté apparaît le capital, de l'autre apparaît l'État. Voilà. Ça, c'est important, parce que comme ça, on va déjà voir en creux qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les outils qu'on ne peut pas utiliser pour changer, pour vaincre, pour sortir du capitalisme. Parce que là, il ne s'agit plus qu'on va lutter contre le capitalisme. Le capitalisme, il est là. Donc il faut en sortir. C'est pas comme les zapatistes, par exemple, où en Espagne, en 1860, circulait un tract où il disait « Ne deviens pas salarié, ne deviens pas esclave ». Le capitalisme n'avait pas encore envahi toutes les sphères de la vie, jusqu'à la vie privée, comme c'est le cas actuellement. Et lorsqu'on voit maintenant, par exemple, au Chiapas, ils veulent faire un train, vous savez, qui traverse Chiapas pour aller au Yucatan, parce qu'il y a plein de trésors là-bas à visiter pour les touristes. Donc l'État mexicain veut faire une voie ferrée qui traverse Chiapas. Et les femmes, cette année, le 8 mars, devaient faire des rencontres, elles ne l'ont pas faites à cause de ça, des rencontres féministes, parce qu'elles ont dit non, nous on ne fait pas des rencontres parce qu'on s'oppose justement à ce train qui pour nous est un désastre, c'est l'entrée du capitalisme chez nous, quoi. Mais nous, on ne veut pas de salaire, nous on ne veut pas être bien payé, on ne veut pas se prostituer pour vendre notre force de travail, pour avoir un beau salaire, on s'en fout du salaire, nous on ne veut pas de salaire. Voilà, ça c'est exemplaire de voir que nous on n'est pas dans cette situation, parce qu'on n'a pas d'espace à nous, on est dedans. Donc le but c'est vraiment d'en sortir. Et quels sont les moyens? Voilà, l'écologie sociale propose un moyen, c'est l'outil, c'est le politique. Le champ du politique. Alors le champ du politique, il ne faut pas le confondre avec celui qu'on a actuellement. Le champ du politique, en fait, c'est le lieu de décision. Ça ne veut pas dire que tout se joue là. Évidemment, il y a le champ du politique, il y a le champ du social, il y a le champ du privé. Et tout ça, c'est interconnecté. Il y a une interconnexion entre tous les champs, quoi. Le champ du privé agissant sur le champ du social, et le champ du social agissant sur le politique. C'est pour ça qu'en 68, on disait le privé est politique. Effectivement, la façon dont on se comporte avec son compagnon ou sa compagne, si c'est des façons autoritaires, des façons c'est la domination qui règne, évidemment, ça va se reproduire dans nos agissements, aussi bien dans le social que dans le politique. Mais en fait, le lieu de décision, c'est bien le lieu politique pour l'écologie sociale. Et ce vecteur de domination qui traverse cette société qui est pyramidale, le traverse dans ce sens-là. Et là, il n'y a pas de remise en cause, parce que c'est ce qui maintient aussi le système de domination, de hiérarchie. Le système des classes sociales est maintenu par ce système de domination. Non. Mais dans un système communaliste qui est plutôt en rond, on pourrait dire, le privé étant au milieu, l'autre l'entourant, le social, c'est-à-dire toutes nos activités économiques et nos activités de vie, et puis le politique qui est au-dessus, autour, parce qu'il détermine vraiment ce qu'on doit faire au niveau social, eh bien,
le vecteur, il est toujours là, il sera là encore pendant longtemps. Il faudra lutter tout le temps, constamment, contre ce phénomène, cette structuration psychique dans laquelle on nous a construit pour fonctionner dans un système vertical. Donc pour fonctionner dans un système horizontal avec des structures psychiques verticales, c'est pas facile. Et on le voit, les difficultés que l'on a dans nos assemblées pour prendre des décisions. Alors que des enfants dans le système Freinet, en 5 minutes, ils ont réglé la situation. Parce qu'ils ont appris une autre façon de fonctionner. Mais nous, on est structurés déjà comme ça. Donc il faut se défaire de ça constamment. C'est un travail. Donc on a vu justement que le tort de la gauche c'était de vouloir prendre l'assaut du ciel, c'est-à-dire prendre des rênes de l'État, d'une façon ou d'une autre. Il y a eu 2 façons de le faire. Il y a la révolution, façon révolutionnaire, l'avant-garde marxiste-léniniste, qui provoque une révolution et qui prend les rênes de l'État. On a vu ce que ça a donné en URSS, on a vu ce que ça a donné en Chine, on a vu ce que ça a donné à Cuba, on a vu ce que ça a donné ailleurs, partout ailleurs. Ça a été le même phénomène. On retourne dans un capitalisme d'État, un capitalisme de rattrapage. C'est-à-dire qu'on a converti les paysans en prolétaires du jour au lendemain, et on a détruit les sociétés paysannes, pour en faire un monstre, voilà. Et la social-démocratie, elle a fait par ailleurs. En 1895, après la Commune qui a eu lieu en 1871, s'est créé le Parti socialiste, parce qu'il voulait avoir des représentants du mouvement ouvrier dans les sphères parlementaires. Et là, la séparation s'est faite entre le social et le politique. Avant, ils étaient enchâssés. Jusqu'à la Commune de Paris, le politique et le social étaient imbriqués l'un dans l'autre. Voilà. Donc, la social-démocratie, c'est la gestion plus douce du capitalisme. C'est les 30 glorieuses. Mais les 30 glorieuses, ça ne dure pas éternellement. Parce qu'il y avait les conditions données qui permettaient au capitalisme de lâcher du lest. Il y avait la concurrence de l'Union soviétique, il y avait un parti communiste fort, et il y avait les colonies aussi qui permettaient de dégager quand même des sommes importantes, qui permettaient de financer, donc de donner un peu plus de carottes aux prolétaires. Voilà. Donc nous, on est, si vous voulez, le champ politique actuel, on le voit, c'est le champ politique du capitalisme. Donc la démocratie représentative qu'on peut représenter de cette façon, c'est-à-dire un vecteur qui va du global, là, au local, qui est ici. Alors, sur ce vecteur, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on retrouve aussi bien la gauche que la droite, aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite. Vers le local, on trouve du local trop local, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'optique pétiniste, c'est-à-dire que nous, on est local, oui, mais on ne veut personne d'autre. On ne veut pas de migrants, d'étrangers, tout ça, non, non, non. Nous, c'est local, trop local. Et il n'y a pas de contradiction. On peut être très bien local, faire du bio, être facho, et puis voilà. Et puis là, on se trouve aussi des gens qui sont pour la démocratie, le citoyennisme pour le municipalisme. On ne parle pas du municipalisme libertaire, on parle d'un municipalisme. C'est-à-dire qu'on va œuvrer sur la municipalité, et sur le local, et point, on se désintéresse du reste du monde. Et puis après, sur l'autre bout du vecteur, nous avons le monde globalisé, la globalisation. La globalisation, c'est-à-dire, de plus en plus, les entreprises ont besoin de creuser partout dans le monde, d'aller chercher toutes les ressources qu'il y a, tous les marchés qui puissent s'ouvrir. Et là, on se retrouve aussi avec la gauche, le Parti socialiste ou la République en marche, par exemple, qui sont côte à côte et qui sont pour la globalisation. Et puis, nous avons un autre phénomène, un hors-sol total qui saute de là, et c'est Trump. Trump, il est complètement hors-sol, quoi. Alors, ils disent, c'est un négationniste du changement climatique, tout ça, mais en fait, pour moi, c'est simple. Pour moi, c'est le phénomène du Titanic que j'appelle. On essaye de sauver, après moi le déluge, et puis on essaye de se sauver nous, et puis pendant ce temps, on joue du pipeau au peuple, pour faire croire plein de sornettes, et puis on se sauve avec des bateaux de sauvetage, mais seulement là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres planètes, quoi. Il n'y en a qu'une. Alors nous, ce qu'on propose, c'est justement un pas de côté, mais pour atterrir
sur la terre, quoi, se atterrir sur la terre pour la prendre en main, la terre, pour être avec elle, pour faire partie de la terre, à partir du local justement. Mais c'est un local qui n'est pas mythifié, c'est pas un local pour le local lui-même, c'est un local, mais on articule sur le territoire, on articule dans la région, on articule au niveau mondial, quoi. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on pense le faire. Donc, on refuse la représentation, c'est clair, parce qu'elle déconnecte de la réalité matérielle, sociale, locale, elle empêche le lien horizontal et elle ne fait croire à une illusion, quoi. Hein? Elle maintient la colonisation de l'imaginaire aussi dans le moule de la verticalité. Donc c'est l'anonymat, c'est la perte de relation, c'est le hors-sol, et on continue dans cette dynamique du citoyen qui n'est qu'un contribuable et une bête politique pendant quelques minutes tous les 4 ans. On pose son pour choisir celui qui va décider de ce qu'il doit faire et pas faire. Voilà. Alors que le communalisme, c'est justement, il reprend la définition originelle du mot politique. C'est la gestion de la cité par les citoyens et les citoyennes elles-mêmes. Ce n'était pas le cas du temps des Grecs, parce que les citoyennes, il n'y en avait pas. Hein, c'était quand même un patriarcat. Et donc, mais la Grèce n'est pas un modèle, c'est un germe. Et ça a été un moment assez extraordinaire, puisque ça a permis cette liberté qu'il y avait entre les citoyens, ça a permis quand même une explosion de la créativité, comme il y a eu peu de fois dans l'humanité, quand même. Malgré ses défauts, ça reste quand même un germe. Il y avait aussi de l'esclavage, bien sûr. Alors, mais cette façon, c'est de désigner des mandatés, et non pas des représentants. C'est-à-dire, l'Assemblée décide, c'est une assemblée décisionnelle qui décide de ce que doit faire. Et après, quelqu'un est choisi au tirage au sort pour exécuter les décisions de l'Assemblée. Voilà. Donc, on reprend le mot politique dans son sens originel. Le communalisme ou municipalisme libertaire, et justement les fins et les moyens, comme je disais tout à l'heure, sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'on va construire un communalisme ou un municipalisme libertaire en partant, en votant quelqu'un. C'est pas quelqu'un ne va pas nous arranger là. On retomberait dans les mêmes travers. Donc, si on veut vraiment des sociétés qui s'auto-organisent à partir du local, donc on ne peut que commencer par le local. Voilà. Donc il s'agit de créer un mouvement et créer ensuite un mouvement qui soit en tension entre les luttes et les réalisations alternatives et qui suivent un objectif politique libertaire, donc sans rapport de domination. Donc c'est une démocratie directe qui est ancrée dans le milieu, dans la réalisation et les luttes, et c'est une praxis auto-instituante des communs, en quelque sorte. C'est-à-dire atterrir sur le territoire. Quand je dis une praxis auto-instituante des communs, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une constituante par le haut, et puis décider depuis le haut qu'on va faire quelque chose en bas. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de auto-instituer nos assemblées de façon parallèle à celle qui existe actuellement, et ensuite, lorsque nous aurons créé toute une série de liens, c'est-à-dire un réseau d'assemblées, aussi bien au niveau d'un village, d'une ville, que d'un territoire, à ce moment-là, on peut faire une constitution. C'est différent. C'est toute une démarche qui part du bas, vraiment, quoi. Voilà, donc il s'agit de la tactique, ça serait de construire un pays dans le pays, quoi. Petit à petit, un peu comme a fait la bourgeoisie avec l'aristocratie, c'est-à-dire lui prendre du terrain. Prendre du terrain à la société actuelle, aux institutions actuelles, pour créer des institutions parallèles, auto-instituées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas décrétées comme ça, on ne décrète pas, on les crée. Et une fois qu'elles sont créées, on peut vraiment les instituer. Voilà, c'est ça le but. Et petit à petit, créer avec ces organisations politiques aussi, créer des alternatives sociales aussi. Créer des coopératives, par exemple, des coopératives qui essayent de sortir petit à petit du marché. Créer quelque chose de différent à côté. Ça, c'est pas évident,
c'est à travailler, c'est à voir comment ça se fait, mais il y a des exemples dans l'histoire qui nous permettent de croire que c'est possible. Donc, le fait de se mettre en commun, de décider de faire des assemblées, ça nous permet de questionner nos circuits, par exemple. D'où ça vient, avec quoi tu t'habilles, d'où ça vient, où est-ce que tu vas acheter tes aliments, tout ça, nos aliments, où est-ce qu'on achète, est-ce qu'on ne pourrait pas favoriser, par exemple, ces gens qui sont en train de se mettre qui sont en train de faire du maraîchage, là, qui n'ont pas de sortie pour leurs produits, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir comment, voilà, ça pose des questions concrètes, claires et nettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est pas de quelque chose qui est en l'air, c'est vraiment du... Donc, voilà. Donc après, il s'agirait justement de coordonner, de mettre en relation les luttes et les alternatives, mais avec un objectif. C'est ça qui manque. On a plein d'alternatives, on a plein de luttes, mais il n'y a pas de convergence, ni entre les luttes, ni entre les coopératives, parce qu'il n'y a pas de but. Pourquoi on va converger? Simplement pour lutter? Pourquoi? Lutter pourquoi? Il faut savoir pourquoi on lutte aussi. On va lutter contre pour se protéger, évidemment, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Parce que sinon, on se fatigue. On n'a pas d'objectif, on se fatigue, on retombe. Alors que si on a un programme, si on a un projet, c'est différent. Donc il s'agit de créer, de décentraliser, une décentralisation politique, par les rues, par les quartiers, par la ville. On peut commencer par le politique, mais un jour il faudra bien décentraliser ces monstres que sont les villes, qui absorbent tout, qui ne rendent rien. C'est un vrai cancer, tant au niveau énergétique qu'au niveau de la pollution. Voilà. Donc il s'agit de faire un maillage du territoire par le fédéralisme. Le fédéralisme se développant dans le territoire et le confédéralisme permettant d'aller au-delà, c'est-à-dire de contempler des surfaces beaucoup plus grandes à l'échelle d'un pays. Ben, ça peut être le confédéralisme. Le confédéralisme peut aller au-delà d'un pays aussi, en s'articulant. Voilà. Et donc, ce que je voulais bien faire la distinction, c'est entre prise de décision politique et tâches administratives. Tout à l'heure, j'en ai parlé un peu, mais le politique, c'est le lieu du pouvoir. Hein. C'est-à-dire, les décisions sont prises en assemblée populaire sur les nécessités de la commune. De quoi on a besoin vraiment? Ça, c'est des questions qu'on a à se poser, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on a vraiment besoin. Parce que la publicité est tout le temps derrière nous, à nous harceler, à nous faire croire qu'on a besoin de ceci, de cela. Une fois qu'on fait le tour de dos à la publicité, qu'on se dit quels sont nos besoins, on se rend compte que les besoins, en fait, eh bien, sont beaucoup. Déjà, quand on est à l'Assemblée, qu'on décide en commun, qu'on est reconnus les uns par les autres, qu'on a de l'empathie les uns envers les autres, on se rend compte que finalement, on n'a pas tellement de besoins. On a des besoins fondamentaux. Et ceux-là sont indispensables. Et justement, c'est pour ça que Bookchin parle de ne pas être dans une situation de rareté. Il faut aller au-delà de la rareté. Mais c'est dans une, comme dit Serge Latouche, c'est dans une, mince, j'ai oublié le nom. Enfin, une abondance frugale, voilà, c'est ça. C'est l'abondance frugale. C'est-à-dire qu'on a besoin, les besoins primordiaux sont couverts, et puis après le reste, c'est autre chose. Mais on a des besoins culturels aussi, on a des besoins, il y en a énormément de besoins, mais qui ne sont pas forcément des besoins matériels. Voilà. Et l'administration, c'est autre chose. Les gens qui sont mandatés, qui ont été choisis par tirage au sort, pour que cela permette à tout le monde de pouvoir se sentir concerné par les décisions qui sont prises en Assemblée, eh bien ces personnes vont exécuter ce qu'a décidé l'Assemblée. Pas forcément qu'elles le fassent elles-mêmes. Elles peuvent après choisir des gens qui sont compétents pour faire ce que... voilà. Et puis si on a des routes à faire qui traversent eh bien, des communes différentes, à ce moment-là, il y aura quand même des décisions qui seront prises au niveau local, mais qui seront après discutées avec les autres communes d'à côté. Voilà, c'est comme ça qu'on peut articuler tout ça, quoi. Voilà, donc on ne part pas de zéro. On ne demande pas à quelqu'un qui est on met quelqu'un devant un arbre et on lui dit bon, fais-nous un meuble. Non, on ne fait jamais ça. Donc en matière politique, c'est pareil, politique et sociale, on a des outils qui sont acquis
par l'expérience, par l'histoire, par notre histoire. On a une histoire de l'émancipation qui est très longue. Depuis que justement il y a eu ces classes qui ont été fondées, les premières cités-États en Mésopotamie, eh bien il y a eu des mouvements d'émancipation. Le mot amargé est apparu justement là. Là où la liberté a été privée, avant il n'y en avait pas besoin, le mot liberté. Il a été inventé lorsqu'il y a eu privation de liberté, c'est-à-dire privation de pouvoir exercer ses facultés avec les autres dans une communauté. Et donc on appelait ça, lorsque ces États s'écroulaient, ces cités-États s'écroulaient, ou qu'elles décidaient de lâcher les gens parce qu'ils savaient qu'une révolte allait arriver, eh bien, on appelait amargie. Ils appelaient amargie. Amargie, ça veut dire retour à la mère-terre, ça veut dire retour à la communauté. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu plein de mouvements d'émancipation. Autant il y a eu, on a des témoignages par exemple déjà les Égyptiens, comme quoi il y avait déjà des gilets jaunes à cette époque. Des casseurs, ils appelaient ça des casseurs. Voilà, donc, mais pour eux c'était symbolique, c'est-à-dire qu'ils détruisaient quelque chose qui était construit dans l'inégalité, dans l'injustice et dans la subordination. Donc, effectivement, ils en avaient peur, quoi. Ils tremblaient, quoi. Et après, on a eu des mouvements comme, par exemple, on a parlé tout à l'heure, la Grèce, où il y a eu des mouvements paysans. La Grèce, elle ne s'est pas faite comme ça. Du jour au lendemain, il y a eu des mouvements paysans, de protestation, de lutte. Hein. Et puis, on a le mouvement chrétien, qui était un mouvement bifide, un peu ambigu, parce qu'il y avait deux courants. Des courants vraiment émancipateurs, qui étaient pour la communauté et pour l'amour des autres, et puis il y avait le césaropapisme, qui a donné ce que l'on sait, l'Inquisition et tout ça. Mais il y a eu toute cette période des millénaristes aussi, qui était porteuse de révolution, de changement. Hein. On a hérité de tout ça, nous autres. Et ça, il faut en tenir compte. Et puis, il y a eu la Révolution, la Grande Révolution, la Révolution française. Je passe très vite parce que j'en oublie plein, hein. Mais autrement, on va rester toute la nuit, là. Mais la Révolution de 1789, on parle toujours de la Révolution, c'était les Jacobins, c'était les Girondins, mais on ne parle pas des enragés, les gilets jaunes de l'époque, hein. Les enragés, les sans-culottes, ceux qui, de 1793 à 1795, ont créé des assemblées à Paris, des assemblées, 60 assemblées de districts à Paris, 40 000 communes autonomes en France, et qui ont nourri la population parisienne pendant 2 ans, en relation directe avec les paysans du coin. Voilà. Après, en Nouvelle-Angleterre aussi, qui est à l'est des États-Unis, où il y avait tous ces réfugiés religieux qui venaient de l'Europe et qui étaient chassés, hein, eh bien, là aussi, ils avaient des pratiques de démocratie directe. Et puis, le communalisme fait quand même référence à la Commune de Paris. C'est un des premiers exemples qui ont inspiré les mouvements révolutionnaires par la suite. Et puis, je relève quelque chose d'important. Je ne parlerai pas on peut en parler, mais la révolution russe a un certain intérêt à ses débuts de voir comment les gens se sont organisés, mais après, ça a dégénéré assez vite. Alors que la révolution espagnole, justement, la révolution espagnole de 1936 à 1939, est un exemple autant de ce qu'on peut faire, et ça peut aller très loin, comme les collectivités d'Aragon, où justement on a réussi à pratiquement supprimer les catégories du capitalisme, et à fonctionner vraiment dans des conditions suffisantes pour que tout le monde soit heureux de vivre là où il vivait. Et je pense que ça c'est important, et ce mouvement-là, ce moment a été très important. Après, il y a eu des erreurs aussi. Les erreurs commises, c'est faute d'avoir une politique propre, on adopte celle du capital, c'est-à-dire qu'on entre dans le gouvernement de la part des anarchistes, c'était pas fort. Voilà. Et donc ça a mis en péril la révolution. Donc ça n'a pas été... Donc des erreurs, on apprend aussi. On apprend des erreurs, tout ce qui s'est passé en URSS. En Russie, on apprend de la révolution russe, on apprend des erreurs de toutes les révolutions pour essayer de ne pas recommencer. Et on apprend des choses bonnes qui ont été faites.
Ça nous fait croire, ça nous fait penser, on est convaincu après, on est vraiment capable de faire des choses. On est des êtres humains aussi capables que les autres, seulement il faut qu'on se révèle notre capacité et qu'on arrive à apprendre. Et on a à apprendre, et c'est dans la pratique qu'on apprend. Voilà. Bon, et bien actuellement nous avons aussi des exemples de choses qui peuvent nous aider à mettre en pratique ces idées. Nous avons les zapatistes, les zapatistes au Chiapas, un pays qui est grand comme la Bretagne à peu près, et où on a justement un système politique, économique et social qui vraiment mérite qu'on s'y attarde, parce que justement c'est une lutte constante contre la domination, c'est une lutte contre le patriarcat, à la fois c'est une façon de prendre en main les choses qui concernent les gens eux-mêmes, par eux-mêmes, et donc vraiment c'est vraiment exemplaire, quoi. Et le confédéralisme démocratique kurde au Rojava aussi, c'est quelque chose, il faut tenir compte et avec lequel on doit apprendre. Je vous rappelle simplement que le confédéralisme démocratique kurde se réclame des idées de Bookchin, et ils ont construit ce qu'on appelle le confédéralisme kurde, qu'on pourrait assimiler au communalisme ou au municipalisme libertaire, avec la création de cantons qui sont fédérés entre eux, et où il n'y a pas de prise les prises de décision sont vraiment prises à la base, à partir des rues elles-mêmes. Je vous conseille un film là, par rapport à l'Espagne, je vous conseille un film qui s'appelle Vivre l'utopie. C'est vraiment un film qu'on peut trouver sur YouTube qui est vraiment extraordinaire, parce que ce sont les gens eux-mêmes, les acteurs qui parlent. Avant, ils étaient encore vivants, ils ont réussi à faire un film extraordinaire. On voit les émotions, on voit comment... Et puis l'autre film, par rapport au Rojava, il s'appelle Une utopie libertaire au cœur du chaos syrien. Je vous le conseille parce qu'on voit des témoignages des gens, comment ils se sont battus, surtout les femmes, comment elles ont combattu, et puis aussi une femme normale, enfin je veux dire, une femme de tous les jours qui emploie une même expression Bookchin et qui parle que là, au moins, il y a une mosaïque de peuples. Et qui dit, moi je suis arabe, si jamais les Turcs attaquent, je défendrai les Kurdes parce qu'ils m'ont permis cette réalisation d'une tellement belle utopie qu'on a mis en marche. Voilà, ça. Donc le but c'est vraiment ça, c'est créer du lien, et pas faire des expériences. C'est beau les expériences, comme ça peut être Marina Lella, ça peut être Salian, ça peut être ceci, cela, mais on a tendance à les mythifier et à dire, bon ben voilà, ils font des choses, et nous quoi. Et par exemple, Notre-Dame-des-Landes aussi, pour nous, c'est un référent aussi, mais c'était trop isolé aussi, il n'y a pas de mouvement. Donc à partir du moment où il n'y a pas de mouvement, eh ben, ça s'étiole. Ou ça s'étiole, ou c'est récupéré par le système comme laboratoire pour ces alternatives à lui-même. Comme ça passé avec, par exemple, je prends l'exemple de Sao Paulo, avec le budget participatif. Participer plus de gens, mais dans la gestion capitaliste d'une ville. Le communalisme à Barcelone, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, je veux dire par là que les alternatives, ce ne sont pas radicales, assez radicales. Si elles sont isolées, elles ne servent que d'alternatives pour le capitalisme, mais pas pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est détruire le capitalisme, justement, avant qu'il nous détruise. Voilà. Donc, créer du lien, construire une convergence tous azimuts, de lutte et d'alternatives, dans le dissensus, c'est-à-dire on construit, non pas en pensant qu'on est tous d'accord et on a des différences, c'est justement ces différences qu'il faut mettre en évidence et qui nous permettent de construire quelque chose qui, justement, fait valoir ces différences. Voilà. Mais avec un horizon, un imaginaire politique horizontal, contre l'uniformité, justement, contre l'uniformité. Parce que la diversité, c'est ce qui enrichit, c'est ce qui crée la possibilité de résilience aussi bien dans les écosystèmes que dans les sociétés humaines. Plus on a d'individualité, pas d'individus, je parle d'individualité, c'est-à-dire des personnes qui ont développé toutes leurs capacités, et plus on sera capable collectivement de pouvoir faire face aux difficultés que l'on a et aux paris qu'on a. Voilà. Et donc il s'agit de ça, de vider les institutions actuelles jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit assez fort pour les bousculer. Quoi. Parce qu'il faut avoir un rapport de force favorable pour pouvoir
attaquer quelque chose. Autrement, c'est pas la peine, on a déjà perdu trop de monde comme ça. Donc, voilà. Donc il faut structurer le lien dans la diversité par un maillage du champ politique, issu du social, enchâssé dans le social. Et c'est ça la praxis auto-instituante, c'est ça. Partir du local, quoi, partir vraiment du local. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi on a eu plusieurs rencontres à propos du communalisme. Comment créer un mouvement? Cette fois, c'est le pari qu'on s'est donné pour ces rencontres prochaines à Liège, rencontre d'écologie sociale le 27, 28 et 29 septembre. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a beaucoup de luttes, on a beaucoup d'alternatives, mais il nous reste à créer, à construire la convergence et cette praxis auto-instituante. Voilà. J'ai fait une présentation très sommaire de ce que c'est que l'écologie sociale et le communalisme, son outil de transformation, qui est le communalisme ou le municipalisme libertaire. Maintenant, on peut en parler, je peux vous apporter quelques réponses pour des choses qui ne sont pas claires, de ce que j'ai dit, du moins, et puis après, on peut en parler ensemble, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, il s'agit de réfléchir ensemble. Une question à vous poser. Comment peut-on éveiller les gens qui dorment? Comment peut-on les éveiller à l'intérêt, et pour eux, bien sûr, et l'intérêt collectif que ça présente? Donc comment peut-on éveiller les gens qui dorment, en quelque sorte? Ouais. Enfin, moi j'ai des idées, mais peut-être vous en avez aussi. Moi je pense qu'une chose fondamentale, c'est de réussir à créer un mouvement. Un mouvement, ça suppose pas mal de choses. Ça suppose qu'on soit partant pour réellement mettre en route ça, lorsqu'on va réfléchir ensemble sur toutes les... Qu'est-ce que c'est que les composantes d'un mouvement? Il y a la culture, il y a la formation, il y a la mise en place, la mise en route, mais il ne faut pas que ce soit des mises en route individuelles. Il faut que ce soit des mises en route quand on se dise, bon, ben, on va se mettre en route. Vraiment, il faut se mettre en route et créer un mouvement. C'est-à-dire, un mouvement, c'est aussi un mouvement d'opinion. C'est-à-dire, petit à petit, faire connaître aussi par les médias qu'on a créé vraiment un mouvement, les gens les plus conscients, il faut qu'ils se mettent vraiment en marche, qu'on se mette en marche. Et moi, personnellement, je suis en train de publier un livre bientôt, et je propose la chose suivante, c'est-à-dire d'aller voir les associations des gens qui sont engagés dans une démarche sociale, et leur dire, voilà, vous pouvez développer le mouvement politique qui vous aidera à vous fédérer, à vous mettre en lien avec d'autres initiatives de lutte ou d'autres initiatives alternatives pour créer un mouvement. Et voilà, notre feuille de route, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons un horizon, nous avons des moyens qui sont en accord avec cet horizon. Et si vous signez cette feuille de route, ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette stratégie. Nous, on ne va rien décider pour vous, c'est vous-même qui allez vous représenter. Donc, il n'y a rien à craindre, c'est simplement, on a un objectif, c'est sortir du capitalisme. Et si vous êtes d'accord là, à partir de ce moment-là, on peut commencer à structurer un mouvement, quoi, je pense. C'est mon opinion. Mais justement, on fait des rencontres, c'est pour que tout le monde puisse apporter de l'eau au moulin. Et que plus on est à réfléchir, et plus on aura de capacité à créer ce mouvement. Je me demandais si on ne pourrait pas faire une pause de 5 minutes pour se désaltérer et ainsi de suite, à permettre à chacun de réfléchir un petit peu, puis de revenir après pour poser des questions. Sachant que la salle, on a 1h30 devant nous. On a jusqu'à 22h50. Mais voilà, c'est une proposition. Après, on peut aussi faire un cercle. Moi, je me retire de la table. Pardon, je m'excuse.